5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Quelque chose me guide parmi les éclantiers. C'est un songe, une idée, un goût d'éternité. Je cherche le bonheur, une lointaine saveur. Là sur la bouche, un goût de fruits. Paradis, paradis. Bonjour, vous êtes sur Aligre FM, donc avec moi, Louise Vertigo, sur Respiration. Je vous propose une série d'émissions sur les arts martiaux qui sont des voies de connaissance de soi-même avant tout. Alors aujourd'hui, ce sera un thème sur la voie d'Itsuo Tsuda. Donc je vous propose une rencontre avec Manon Soavi pour la parution de Le maître anarchiste Itsuo Tsuda, Savoir vivre l'utopie, aux éditions L'Originel. On commence par écouter In the Forest de Takatoshi Neto.
Bonjour Manon Soavi. Bonjour. Alors très heureuse de vous accueillir pour la publication de votre livre, le maître anarchiste Ichio Tsuda, Savoir vivre l'utopie, aux éditions L'Originel. Alors chez vous, la pratique de l'énergie, de l'art martial débouche sur quelque chose de plus, puisque cela va engager une réflexion, un positionnement sur le fonctionnement de la société elle-même. C'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'émission. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Eh bien, déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, effectivement, je dis souvent que je suis un petit peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite C'est quand ça. j'étais petite, puisque c'est un parcours que mes parents ont commencé avant ma naissance. Ils sont issus des révoltes de mai 68, des remises en question des systèmes des années 70. Et leur rencontre avec Itsuo Tsuda, ça va leur permettre de vraiment mettre en œuvre, vivre dans leur corps, dans leur sensibilité, une autre façon d'envisager le monde, d'envisager la vie, les rapports humains. Et ça va vraiment donc être un tournant pour mettre toutes ces idées, tout ce bouillonnement qu'il y avait autour de ces années-là, entre effectivement l'anarchisme, le situationniste, tous ces penseurs qui ont remis en question le monde moderne. Et cette pensée qui les a nourris, elle a trouvé un écho très fort chez Itsuo Tsuda. Et en même temps, elle a trouvé une façon de le vivre dans son corps. Donc, c'est quelque chose qui a modifié leur façon de vivre, leur façon d'être progressivement. C'est un parcours. Et quand moi, je suis née, et puis ma sœur ensuite, 3 ans après, il y a quelque chose qui s'est évidemment continué dans aussi le rapport aux enfants, dans le rythme de vie. Alors, c'est-à-dire qu'aussi, il n'était pas question pour eux d'avoir fait tout ce chemin pour être en cours de libération, pour sortir de ces systèmes de domination, pour sortir de ces pensées toutes faites, de ce qui les bloquait autant physiquement que mentalement. Ce n'était pas pour que leurs enfants, pour recommencer au point zéro. Et donc c'est pour ça que assez rapidement, très naturellement quelque part, il en est découlé que ni moi ni ma sœur ne sommes jamais allés à l'école. Ça, c'est fondamental parce que le fait de ne pas être allé à l'école nous a permis une vie très différente, une vie, une sorte de continuum entre l'enfance, entre l'adolescence, la vie adulte, de ne pas avoir ces séparations, ces cases, ces catégories, enfant, adulte, homme, femme, travail, loisirs, tout était imbriqué. Et la philosophie d'Itsuo Tsuda, la philosophie du non-faire, l'importance du corps, du subconscient, tout ça était présent, omniprésent dans notre vie quotidienne. Très bien, oui, nous allons développer tout ça. Alors, vous êtes la fille du sensei Régis Soavi, donc votre père a été élève d'Ichio Tsuda pendant 10 ans, donc il enseigne l'aïkido depuis plus de 40 ans. 50 ans même maintenant. Oui, d'accord. Et pourriez-vous... Donc j'imagine que c'est Ichio Tsuda qui l'a amené à ce niveau. Alors en fait, mon père avait commencé le judo quand il était jeune, à 12 ans. Donc il a fait un parcours par rapport à ça. Ensuite, il a fait de l'aïkido. Il a commencé l'aïkido et il a pratiqué avec plusieurs maîtres d'aïkido, maître Noro, maître Tamura. Donc il a eu un parcours au niveau de son aïkido. Et un jour, il a rencontré Itsuo Tsuda. Et Itsuo Tsuda, ça a été aussi, là aussi, quelque chose qui a complètement réorienté sa pratique. Et la découverte du Katsugen Undo, traduit par mouvement régénérateur, est aussi une dimension qui a changé aussi par sa découverte la nature de son aïkido. Donc effectivement, ensuite, Itsuo Tsuda est devenu son maître, c'est celui qui l'a suivi pendant 10 ans jusqu'à son décès. Un petit peu avant le décès d'Itsuo Tsuda, Régis a décidé de partir à Toulouse et d'ouvrir son propre dojo. Et cela s'est fait avec l'accord d'Itsuo Tsuda, qui l'a à ce moment-là encouragé à continuer son chemin. Et puis depuis, il continue à enseigner effectivement tous les matins, depuis 50 ans, tous les matins l'aïkido et initier des gens au Katsugen Undo.
Très bien, oui, j'ai eu la chance de vivre cette expérience avec vous. Oui. Alors maintenant, nous allons parler du parcours singulier d'Itsuo Tsuda, hein, et puis voir un petit peu d'abord parler de ses influences. Donc, qui était-il? Et peut-être on va pouvoir parler un peu au départ de ce qui est un peu le départ de toute chose dans l'énergie, qui est le Tao, hein. Mais donc, qui était-il? Quel est son parcours? Alors Itsuo Tsuda est né en 1914 dans une famille japonaise, mais en Corée. La Corée était occupée à l'époque par le Japon. Et c'est une société très, très rigide, très dure, militarisée, voilà, colonialiste. Et à 16 ans, Itsuo Tsuda va refuser le droit d'aînesse. Il s'oppose à son père assez violemment puisqu'il part. Il quitte tout à 16 ans et il part vagabonder, comme il l'a dit. Il passe par la Chine et finalement, dans les années 30, il n'a qu'un seul désir, c'est rencontrer la France. Donc déjà en Chine, à mon avis, il a été en contact avec des pensées anarchistes, avec des publications, c'est quelque chose qui l'a déjà marqué. Mais alors en France, quand il arrive en 1934, c'est le Front populaire, c'est un moment où il y a tout un mouvement très important social en France, dont aujourd'hui on a beaucoup oublié l'ampleur et où le mouvement anarchiste est très très fort. Ces années à Paris, elles sont extrêmement importantes pour Itsuo Tsuda. Il va suivre l'enseignement de Marcel Granet et Marcel Mauss à la Sorbonne, en sinologie, en sociologie. Et ce sont des chercheurs qui le marquent profondément dans sa pensée, dans sa compréhension du monde et des cultures. Au moment de la guerre, il va être obligé de partir pour le Japon et il découvre, à 30 ans, il découvre son pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là aussi, c'est un grand bouleversement. Lui, il aurait souhaité rester en France. Il avait tout un parcours encore à faire, mais la vie en a décidé autrement. Et après-guerre, il va donc se plonger dans sa propre culture, qui finalement, il ne connaît pas, hein. Et il va découvrir le No, et puis ensuite le Seitai, avec Maître Aochi Kanoguchi, et les 10 dernières années de Maître Ueshiba pour l'aïkido. Ce parcours-là, avec ses découvertes de cette culture, en fait, où le corps n'est pas séparé de l'esprit, où il y a cette sensation de la vie en toute chose, les choses ne sont pas matière inerte, ne sont pas séparées, autant le corps que l'esprit, la nature que nous-mêmes, nous sommes un tout. Et ça, c'est une découverte d'une pensée qu'il a déjà commencé effectivement avec la Chine ancienne à travers Marcel Granet à aborder, et ses recherches sur l'anthropologie qu'il continue tout au long de ses années même au Japon. Il traduit d'ailleurs la religion des Chinois de Marcel Granet. Il est le premier traducteur en japonais, donc c'est vraiment quelque chose qu'il approfondit. Et cette découverte effectivement du taoïsme, il est un grand connaisseur de Chuang-Tzu, mais le Japon aussi a été fermé pendant 200 ans. Et donc, ils ont gardé des traces d'une culture beaucoup plus ancienne, beaucoup plus fondamentale, qui continue à s'exprimer dans les arts traditionnels. Oui. Très intéressant. Alors, je vais vous lire je vais lire un passage de votre livre, et puis on fera une pause musicale. Ça vous donnera le temps de réfléchir à la question. Donc, à propos du Tao, hein, auquel il s'intéresse. Alors, dans cette géographie initiatique du Tao, il est un seuil obscur que l'on représente par le fond d'une vallée mystérieuse. Le Dao des Jing s'exprime de façon vague et poétique pour parler de cela. L'esprit de la vallée ne meurt pas. C'est la femelle obscure. Voilà l'origine du ciel et de la terre. Indiscernable, elle semble toujours présente et en nous jamais ne s'épuise. Gu Meicheng explique qu'il s'agit d'une façon imagée de parler du sens actif du vide. Il l'explicite par ces mots. La vallée est à la fois un lieu vide et sensible qui répercute les sons. La vallée est vide, mais lorsqu'on crie, l'écho nous répond. Telle est la nature du Dao. Le Dao est donc un vide d'une extrême sensibilité. On écoute
Dead of Night d'Orville Peck. Vous écoutez Aligre FM 93.1. The sun goes down, another dreamless night. You're right by my side, you wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly, as we fly. Stark Hollow Town, Carson City lights. Baby, let's get high, spend a Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on tight. In the dead of night, dead night. See the boys as they walk on by. See the boys as they walk on by. As they walk on by. As they walk on by. As they walk on, it's enough to make a young man. 6 summers down, another dreamless night. You're not by my side, scratch on the moon like a familiar smile. Staying on my mind, some other town, someone else's life. Dead in the night, in the night. See the boys as they walk on by. See the boys as they walk on by. See the boys as they walk on by. As they walk on by. As they walk on by. As they walk on, it's enough to make a young man. Je suis aujourd'hui en compagnie de Manon Soavi pour la parution de Le Maître anarchiste Itsuo Tsuda, Savoir-vivre l'utopie aux éditions L'Originel. Alors on avait commencé par présenter le parcours singulier de ce maître, hein, et on en était au Japon où il est retourné vivre et on parlait de ses influences. Donc vous avez évoqué le No, la sensibilité japonaise traditionnelle aussi. Oui, c'est cet extrait que vous avez lu sur le Dao, le Tao, Ah oui, bien pardon. sûr. C'est Maître Gu Mengcheng, effectivement, le raconte très bien. Il y a quelque chose où il n'y a que la poésie, effectivement, qui peut vraiment rendre
des choses qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec les mots. Vous connaissez le vide, vous connaissez certainement cette histoire zen où il y a un maître dans un monastère, un maître zen qui demande à un des moines de nettoyer le jardin. Et alors le moine ratisse et tout nettoie et tout est impeccable. Il vient voir le maître et il lui dit voilà, c'est fait. Le maître arrive, il regarde, mais il lui dit recommence. Et alors le lève recommence et puis de nouveau il nettoie vraiment tout bien impeccable et il retourne voir son maître et il lui dit voilà, c'est fait maître. Alors le maître vient et il dit ça va pas et il repart. Et alors l'élève cette fois et puis bon alors là il commence à l'avoir un petit peu assez, alors cette fois il va laisser un petit tas de feuilles, quelques feuilles mortes et il retourne voir le maître et il lui dit c'est fait. Et quand le maître arrive, il regarde et il dit rien. Eh bien, c'est ça le vide. Le vide est actif. On ne peut pas le définir de façon définitive. Mais c'est vrai que ça va complètement à l'encontre de notre philosophie, de la façon dont on voit aujourd'hui le monde, en tout cas en Occident, qui s'est répandu dans le monde entier pratiquement. C'est exactement ce que déplorait Tanizaki dans L'éloge de l'ombre. C'est-à-dire, on a une espèce d'idée que tout doit être mis en lumière, tout doit être disséqué. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre, il ne faut pas qu'il y ait d'inconnaissance. Tout doit pouvoir être expliqué par la rationalité. Sauf que quand on dissèque un corps humain, un corps animal, peu importe, l'essentiel n'est plus là, de toute façon. Donc, il y a toujours cette essence qui nous échappe. Et à mon avis, ça rejoint complètement les analyses des plusieurs penseuses écoféministes, ou aussi Mona Chollet, qui parlent justement de ça, de tout cet aspect inconnaissable par la science rationnelle, mais qui se sent, qui se vit, qui est quelque chose que les êtres humains connaissent, dans lequel ils ont un lien, en fait, très fort. Et les penseuses écoféministes, par exemple, effectivement, essayent de déconstruire notre compréhension du monde pour voir qu'en fait, la rationalité n'est peut-être pas du côté qu'on pense. Ce n'est peut-être pas de tout disséquer, de tout aborder sous cette façon qui est le plus rationnel. Peut-être qu'il y a un ensemble qui nous échappe complètement, un rapport à la terre, un rapport au vivant, un rapport effectivement à l'obscur, au corps, à toutes ces choses qu'on a dénigrées, reléguées, écrasées et qu'il faut revaloriser ou redécouvrir. Oui, c'est très important le mystère, c'est très précieux. Alors là, on arrive sur les principes des arts martiaux, cultiver sa sensibilité et son attention. Donc, rester attentif à la vitesse biologique, ce qui demande une intensité d'attention. Donc ça, j'ai pris ça dans votre ouvrage. Donc on parlait du Guillot dans les influences de ce maître. Oui, alors Itsuo Tsuda, effectivement, va trouver dans les pratiques du corps, que sont le Seitai et l'aïkido, il va trouver cette incarnation, cette possibilité de sentir. Il va trouver, évidemment, dont on parlera, je crois, un petit peu plus tard, la dimension du ki et de la respiration. Et alors, le gyo, on va dire, c'est un terme qu'on traduit souvent par ascèse. Sauf que la différence entre l'ascèse version occidentale, c'est que l'ascèse, on va chercher à sortir de son corps à travers des pratiques, à ne plus sentir, à s'extraire du corps. Et alors que dans le gyo, dans les pratiques ascétiques d'Asie ou même aussi en Inde, enfin certaines branches, au contraire, on cherche l'unité, la réunification entre l'esprit et le corps à travers des pratiques ascétiques. Donc, ce sont des influences, le gyo, ce sont effectivement des pratiques ascétiques qui ont influencé notamment Maître Ueshiba, qui en a transmis une partie à travers l'aïkido. Et donc, on peut voir effectivement à travers l'aïkido une possibilité de retrouver ce lien, cette totalité de l'être à travers des pratiques qu'il a transmis effectivement. Alors, vous avez parlé à nouveau du Seitai, Seitai, oui. Seitai, pardon, le mouvement générateur. Peut-être pourriez-vous nous éclairer un peu là-dessus. Oui, alors le Seitai a été mis en place par Maître Haruchi Kanoguchi à partir des années 50. Et il s'intéresse, on va dire, à ce qui fait que chaque individu est unique et indivisible. Et
à sa capacité innée d'équilibration pour maintenir sa santé. Et c'est le mouvement inconscient du corps. Donc, parmi le Seitai, qui est on pourrait dire une philosophie, c'est une compréhension de l'humain, il y a plusieurs techniques, plusieurs pratiques, et il y a notamment le Katsugen Undo, que Itsuo Tsuda va traduire par mouvement régénérateur. Et c'est cet aspect-là, précisément, qui va intéresser Itsuo Tsuda, le mouvement régénérateur. C'est cet aspect du Seitai qu'il va choisir de retransmettre dans les années 70 en France. Ça l'intéresse parce que, justement, son orientation personnelle, sa philosophie, sa recherche de liberté, autant pour lui que pour les autres, cette recherche de liberté, d'autonomie, eh bien, il en trouve, à travers le Katsugen Undo, une possibilité de réactiver par soi-même les moyens de notre propre corps pour retrouver son équilibre, de ne plus dépendre d'un expert, d'une pratique extérieure, d'un avis d'un maître ou autre. Donc, en ce sens, c'est pour ça que je le rapproche de ce que Ivan Illich appelait des choses conviviales, au sens où ce sont des outils que n'importe qui peut utiliser. Il n'y a pas besoin d'expertise. Et ça, c'est fondamental pour Itsuo Tsuda. Oui, ça me fait penser dans le Qigong, en fait, on travaille avec cette dimension-là, puisqu'en fait, ici, on collabore avec cette dimension d'automédication qu'a le corps. Bon. Oui, Maître Noguchi disait que on n'en finissait pas avec les « il faut » et « il ne faut pas », avec les indications extérieures. Et ça, depuis les années 50, ça n'a fait que s'aggraver. Aujourd'hui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut boire 1 litre d'eau, il faut manger mais bouger, il faut faire du sport mais pas trop. Enfin, on a des injonctions extérieures permanentes. C'est vrai. Et en fait, on oublie notre propre besoin biologique à nous qui dépend du jour, du moment, de plein de choses et qui n'est pas le même pour mon voisin, pour mon enfant. Chacun a un besoin différent et en fait, la seule boussole, c'est nous-mêmes. Et retrouver la capacité de sentir si on a envie de carottes ou de chocolat, si on a assez mangé ou pas, c'est le début de l'autonomie, tout simplement. Tout à fait. Alors maintenant, parlons un peu du Qi, qu'on appelle Qi dans d'autres... En Chine, par exemple, oui. Vous écrivez « Le Qi échappe à toute tentative de catégorisation », disait Itsuo Tsuda, qui expliqua ceci de multiples fois. Ici, en Occident, le Qi est très difficile à expliquer car il n'entre pas dans le système des catégories. Et vous donnez cet exemple, se sentir observé. Oui, alors effectivement, le Qi, ça peut se traduire, en fait, selon les circonstances, par intuition, ambiance, intention, vitalité, respiration, action, mouvement, spontanéité. C'est quelque chose de fluide qu'on ne peut pas effectivement définir. Itsuo Tsuda disait aussi, le Qi meurt à la forme. Donc mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut sentir. C'est de l'expérience concrète. Et par exemple, il donnait effectivement cet exemple de on marche dans la rue et tout d'un coup, on sent. On sent qu'on est observé, on se retourne. Peut-être qu'on trouve qui nous observe derrière un rideau, peut-être que c'est un chat simplement. Mais de toute façon, on l'a senti. On sent l'intention. Évidemment que dans les arts martiaux, mais dans les arts martiaux, on va l'utiliser pour sentir plutôt le Qi d'agression, le danger. C'est une des formes, effectivement. Mais on peut très bien sentir le Qi de danger pour d'autres raisons. On peut sentir au contraire un Qi accueillant, on peut sentir une ambiance. On se sent bien dans certains lieux, et dans certains lieux, on se sent extrêmement mal à l'aise. Et même avec des personnes. Pour moi, il y a des amitiés, des amours de Qi. Tout à fait. Il y a effectivement des gens qui dégagent quelque chose. On se sent tout de suite en confiance, tout de suite bien, parce que ce Qi, moi je dirais plutôt Qi, ou Qi, bon peu importe, parle tout à fait. Au mien. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Le problème, c'est le fait qu'on apprend dès l'enfance, dès la toute petite enfance, à ne pas s'écouter soi-même, à ne pas écouter cette intuition, cette chose qui nous parle. Alors, effectivement, malheureusement, en perdant le contact avec soi-même, on oublie un peu cette sensation. Très bien, on va réfléchir à ça en écoutant Hot, Hot, Hot de Matthew E. White. Ain't no storm like us.
it brings. A feeling, and so it goes on and on and on and on. Stay golden and cut him loose. Your high, high, high. That means cold, cold, cold. I suggest praying, and so it goes on and on and on and on. Stick to it. It's worth the wait in gold, in gold, in gold, in gold. Who here is gonna take the wheel? On and on and on and on. We all will, and so it goes on and on and on and on. Achieving, they call it running around. On and on and on and on. It's a terrible thing, but if you keep your cool, all of you can do it too. Hearing on the wind, slowly holding me. Ain't no storm, what does it mean? A feeling, and so it goes on and on and on and on. Stay golden and cut him loose. You're high, high, high. That means cold, cold, cold. Who here is gonna take a shade? On and on and on and on. Ain't nothing healing like the human touch. It's worth its weight in gold. Oh baby, you've been tossed around. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Je suis aujourd'hui avec Manon Soavi pour la parution de Le maître anarchiste Itsuo Tsuda, Savoir vivre l'utopie, aux éditions L'Originel. Alors maintenant, on a évoqué assez rapidement, parce que il faut dire que ce livre est très très riche et je vous le recommande. On va maintenant parler de son enseignement à proprement parler, hein. Et je vais vous demander d'abord, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la pratique de l'aïkido de Maître Ueshiba ? Alors, Maître Ueshiba, il l'a connu donc les dernières années de la vie de Maître Ueshiba, les 10 dernières années. Et on va dire que Ueshiba, à la fin d'une vie entière de pratique, de recherche, a proposé une évolution de son art. Et il appelait ça une voie de l'amour. Et je crois que c'est un outil puissant, en fait, d'évolution pour l'humain. Il y a plein de choses qu'il a. Il y a effectivement le gyo, des pratiques ascétiques, il y a des misogi, il y a des diverses choses qui l'ont alimenté, en fait, dans sa propre recherche.
Et je crois que ce qui a fasciné Itsuo Tsuda, bon, il l'a écrit, hein, c'est cette liberté de mouvement de ce maître Ueshiba était octogénaire déjà, et il avait pourtant une liberté de mouvement que Itsuo Tsuda, qui lui avait 40 ans, se sentait déjà raide. Et à travers la pratique de l'aïkido, la pratique quotidienne de la première partie que Itsuo Tsuda a appelée la pratique respiratoire, qui est une pratique aussi individuelle, avec toutes sortes de mouvements, qui remettent en vie, en mouvement le corps, qui approfondissent la respiration. C'est quelque chose qui alimente, en fait, qui alimente la vie en nous. Ce qui est assez étrange ou curieux, c'est que par exemple, on retrouve même chez des rebelles, des révolutionnaires comme le Comité Invisible, cette phrase où ils disent « L'épuisement des ressources naturelles est probablement bien moins avancé que l'épuisement des ressources subjectives, des ressources vitales qui frappent nos contemporains. » Donc cet épuisement-là, effectivement, il s'agit donc de revitaliser les ressources internes, cette racine. Itsuo Tsuda disait qu'il était là pour ranimer, pour proposer la possibilité de ranimer la racine. Et je pense que c'est ça qu'il a trouvé aussi dans l'aïkido. En tout cas, c'est ça que lui a enseigné, c'est ça qu'il a donné comme orientation. Parce que là encore, comme pour le Seitai où il a pris le Katsugen Undo, dans l'aïkido, il y avait aussi des aspects plus martiaux et autres qui l'ont pas intéressé en fait, que d'autres élèves de Maître Ueshiba ont développé, chacun a fait son parcours, mais lui, ce qui l'a intéressé, c'est cet aspect respiration, la circulation du ki, cette possibilité à travers le corps. C'est ça qui l'a marqué et c'est ça qu'il a transmis dans son école. C'est vrai que c'est une grande richesse, l'aïkido de Maître Ueshiba, et que certains ont développé leur propre voie. Et il y a aussi Maître Noro qui a créé, lui, un mouvement, un art du mouvement. Tout à fait, ce oui. n'est plus un art martial, mais c'est un art du mouvement. D'ailleurs, ils étaient amis. Oui, tout à fait. Il connaissait effectivement assez bien Maître Noro, qui a effectivement créé le Kinomichi. Il y avait une grande différence d'âge, puisque Maître Noro a été effectivement élève de Maître Ueshiba très jeune. Il a été un élève interne. Il avait dans 17 ans, 18 ans. Alors qu'effectivement, Itsuo Tsuda, lui, a commencé l'aïkido à 45 ans. Et malgré cette grande différence d'âge, ils avaient de grands points communs, une affinité, effectivement, qui était assez marquée. C'est vrai que le fait d'avoir commencé aussi tard, quelque part, une discipline, pour Itsuo Tsuda, ça a été aussi la possibilité d'avoir le bagage intellectuel, puisqu'il avait aussi le bagage en sinologie, d'avoir ses références, parce que Maître Ueshiba parlait aussi de façon poétique, littéraire, avec des références à la mythologie, des références à la culture chinoise. Et Itsuo Tsuda avait un bagage, c'était vraiment un intellectuel, et il avait ce bagage qui lui a permis de rentrer dedans. Aussi, il était le traducteur, l'interprète en fait, au départ, et il a continué à l'être, l'interprète des Occidentaux qui venaient voir Maître Ueshiba, Maître Nokai et d'autres personnes. Donc c'était aussi une façon pour lui d'être très en contact avec le discours de Maître Ueshiba qu'il devait traduire pour le rendre compréhensible pour ces Occidentaux. Très bien. Alors, il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant chez ce maître, Itsuo Tsuda, c'est la mémotechnique qui consiste à oublier. Oui, alors c'est quelque part, c'est là encore retrouver ce branchement avec soi-même, comme elle disait, cette capacité, c'est faire confiance à notre capacité interne, à nos propres ressources, et aussi à notre inconscient, à notre subconscient. On a l'impression que c'est nous qui décidons de faire ceci ou de faire cela. Mais en fait, 90% de notre activité vitale, voire 100%, est totalement inconsciente. On ne peut pas accélérer nos battements de cœur ou les ralentir, à part peut-être quelques yogis. Mais la plupart du temps, on n'a aucun impact sur nos fonctions vitales. Et on a une illusion de contrôle, d'ailleurs sur soi-même, sur la nature, sur les autres. On est complètement dans une illusion de contrôle. Donc, retrouver effectivement, au lieu de se crisper sur « il faut absolument que je n'oublie pas d'acheter le lait en rentrant à la maison », ça, c'est une crispation, c'est le mental qui va essayer de s'en rappeler. Et on sait tous très bien que la plupart du temps, on rentre à la maison, on pose les clés, et là on se dit « ah, le lait, j'ai oublié ».
Alors que, au contraire, Itsuo Tsuda dit, bon, visualisez-vous en train de sortir du métro et faire le détour par le petit supermarché à côté. Et vous prenez le lait. Visualisez cette action, vous la voyez, Ça, c'est intéressant. vous voyez en train de le faire. Ok, et maintenant, oubliez. Merci. N'y pensez plus. Merci pour ce conseil que je vais appliquer de ce pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le dojo ? Le dojo permet de reprendre le pouvoir sur son corps et que cela s'étende à la vie quotidienne. Je vous cite. Le dojo fait partie de ces lieux uniques où le temps s'écoule différemment, où le monde s'arrête quelques instants. Oui, alors dans notre école, effectivement, nous avons plusieurs dojos. Ce sont des lieux entièrement consacrés à l'aïkido Katsugondo. Ce ne sont pas des gymnases, ce ne sont pas des salles de sport, il n'y a aucune autre activité. Et ce sont des lieux qui sont gérés par des associations. Donc les personnes s'auto-gèrent, s'auto-organisent. Tous les membres sont responsables de leur dojo. Il n'y a pas d'un côté le dojo et de l'autre côté des clients. Chacun est quelque part chez lui et chez les autres à la fois. Donc c'est un espace effectivement un petit peu hors du temps, hors du monde, de par là aussi l'orientation que Itsuo Tsuda a donnée et l'orientation que Régis Soavi, mon père aussi, a continué à travailler depuis 50 ans et qu'aujourd'hui, moi-même, j'essaye de continuer à donner cette impulsion, de faire comprendre que on peut vivre différemment. Oui, alors le dojo, c'est l'endroit où on vient travailler la voix, la voix E. Donc, je reviens un peu sur cette notion d'art martial. Ça ne peut pas être quelque chose de mécanique où le corps, c'est un objet. Donc, c'est beaucoup plus relié, effectivement, avec cette dimension du souffle, donc avec la spiritualité. Donc, votre père récite un norito, donc le matin. Oui, alors pas seulement mon père, en fait, nous commençons tous la séance D'accord. par ce norito, qui est une récitation. On ne sait même pas ce que ça veut dire, à vrai dire. C'est un moment, c'est une façon de se mettre dans un autre, quelque part, un autre état, une autre disponibilité. Parfois, mon père fait cet exemple de parler, par exemple, d'un leader de Schubert, qui est en allemand, et où peut-être on ne comprend pas l'allemand. Pourtant, quand on l'écoute, il y a quelque chose en nous qui résonne. On le sent, on l'entend. C'est inexplicable. Oui, mais il y a des voyelles qui sont sacrées, notamment dans le sanskrit, et vraiment le son, la vibration a une action. Donc ça vient du shintoïsme, c'est une invocation au dieu d'origine. Je vais lire un extrait, justement, où votre père en parle. Donc Régis Soavi dit « Le norito n'appartient pas au monde de la religion, mais certainement au monde du sacré, au sens animiste. Les vibrations et la résonance conduites par la prononciation de ce texte nous apportent à chaque séance une sensation de calme, de plénitude, et parfois quelque chose qui va au-delà et reste inexprimable. Le norito est un misogi. Par essence, il n'est jamais parfait, il change et évolue, il est le reflet d'un moment de notre être. » Alors on va y réfléchir durant l'écoute du morceau Sure de Shannon Lay. Let's enjoy the view up here on the hill. Up here it's just me and you. From here we can see through. Fate came on along. So long we were gone.
Smile finds its place on my face. I've been walking so long. Your eyes feel like home. I've been walking so long, so long. Try my best to rest. Call on 2 days of ocean, held in summer spirit. Hands outstretched, we're in this together now. I've got you, babe. I can feel your arms fastening, your hands on me. I feel your hands on me. Fate came on along, so long we were gone. Have no fear, I'm here with you. Have no fear, we're in this. Never have I been so sure. Your hands on me, I feel your hands on Vous écoutez Aligre FM 93.1. Je suis aujourd'hui avec Manon Soavi. Alors, on parle du maître Ichio Tsuda aujourd'hui. Et il est question d'anarchisme. Oui, alors l'anarchisme, c'est un mot qui est devenu un mot tabou, un mot qui est empreint de violence et de chaos. Et en fait, on oublie complètement, et même, je dirais même que c'est fait sûrement exprès, de détacher ça de ce qu'était la philosophie, de ce qu'est toujours la philosophie anarchiste au départ. La philosophie anarchiste, c'est l'organisation par soi-même, l'autogestion, c'est l'ordre sans le pouvoir. C'est simplement un refus de la domination des uns sur les autres. C'est finalement quelque chose qui n'est pas si inconnu, puisqu'effectivement, avant la création des États, qui sont apparus, on va dire peut-être à peu près à moins 3000, moins 4000, il existait, et il a existé pendant de très très nombreux milliers d'années, des sociétés qui s'auto-géraient. Et même après la création des États, il y a beaucoup d'endroits sur Terre qui ont continué à s'auto-gérer, à avoir des fonctionnements divers. On en a un certain nombre d'historiens, de chercheurs, Pierre Clastre et autres, ou David Graeber, qui ont fait des recherches et montré que toutes sortes d'organisations sociales existent. Et que ce qui est sûr, c'est que même s'il y a un chef, le rôle du chef n'est pas de la coercition, ce n'est pas de diriger les autres, c'est bien souvent un rôle de médiateur, un rôle de quelqu'un qui doit trouver la façon d'organiser les choses, mais qui ne décide de rien. On ne peut pas lui donner d'ordre, en fait. Enfin, on peut pas le chef ne peut pas donner des ordres aux autres. Et donc, l'anarchisme, c'est retrouver effectivement cette puissance individuelle et quelque chose qui s'organise avec les autres.
Les anarchistes ont été des mouvements très puissants. Il y a eu effectivement quelques faits de violence qui ont été totalement montés en épingle pour discréditer le mouvement, discréditer toute une pensée riche et complexe. Il n'y a pas un anarchisme, il y en a plusieurs. Et c'est quelque chose qui a beaucoup effectivement marqué la pensée d'Itsuo Tsuda, y compris la pensée de mon père Régis Soavi. Cette recherche de liberté, non seulement la liberté intérieure, bien sûr, mais aussi la liberté avec les autres. Dans le dojo, il est effectivement question de prendre en charge tous les aspects de notre existence. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une liberté hors sol. Aurélien Berland il oppose le fantasme de délivrance, où on serait libéré de toutes les contingences matérielles, mais évidemment libéré avec d'autres personnes qui sont nos esclaves, que ce soit des esclaves énergétiques, technologiques ou d'autres personnes dominées. Et donc, contre le fantasme de délivrance, il parle de la quête d'autonomie. Reprendre en main sa propre capacité dans tous les aspects de sa vie. Ça rejoint évidemment aussi les féministes de la subsistance qui parlent aussi de cet aspect très important de se réapproprier tous les aspects de notre vie. Et c'est ça qu'on cherche dans un dojo. En tout cas, dans les nôtres, il y a évidemment l'aspect pratique du corps, mais il y a aussi l'aspect fondamental de cette organisation, de sortir d'un rapport où on arrive, on est client, on paye et on veut avoir quelque chose en retour. On est tous concernés, on est tous à faire vivre ce dojo pour que le lieu existe pour nous-mêmes. Ce n'est pas non plus de se dire « il faut le faire pour les autres, je me sacrifie, etc. » Pas du tout. Chacun de nous le fait pour soi-même, mais en collaboration avec les autres. Oui, alors ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce chemin, et là on retrouve, et vous en parlez dans votre livre, des choses communes avec notamment les Kogi, c'est-à-dire que la vraie morale surgit de l'intérieur. C'est que ce travail, ce changement intérieur va rejaillir vers un changement extérieur. Et vous dites aussi que la création d'un État a entraîné une dépossession des valeurs créatives de l'individu. Oui, la morale surgit de l'intérieur. Kropotkin, donc l'anarchiste, en parle, autant que Itsuo Tsuda, autant qu'effectivement les Kogi. C'est qu'il ne s'agit pas d'avoir des règles extérieures, des interdits, encore une fois, des injonctions, mais de retrouver cette morale qui fait que on va collaborer les uns avec les autres. On retrouve aussi la notion d'attention, se passer de chef, surtout. Alors les Kogi, ils vivent comme ça, mais nous vivons avec la domination. Nous sommes à la fois dominés et dominants, toujours de quelqu'un. Et donc, cette domination, on ne peut pas juste dire « Ah oui, c'est la liberté, on va se passer de chef et tout est facile ». Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est une auto-éducation qu'il faut refaire pour comprendre l'attention, l'autodiscipline que ça demande, redécouvrir à la fois sa puissance et sa capacité d'organisation. Au final, il y a une prise de conscience qui rejoint un petit peu, il y a Wiwona Laduc qui dit à propos des Amérindiens que les Amérindiens savent qu'ils sont opprimés, mais ils ne se sentent pas impuissants. Par contre, les Blancs ne se savent pas opprimés, mais ils se sentent impuissants. Eh bien, c'est exactement ça. On redécouvre qu'effectivement, nous sommes dominés, nous sommes dominants, mais que nous ne sommes pas impuissants. Je pense que c'était aussi le sens de la phrase quand Itsuo Tsuda disait « L'utopie n'existe nulle part, sauf là où l'on est ». C'est retrouver cette puissance aujourd'hui et maintenant. Et moi, je suis là pour dire que c'est possible. C'est sûr. Même si ça demande un chemin, ce n'est pas une baguette magique. C'est quelque chose qui doit se travailler, se découvrir. Ça demande un chemin dans son corps, comme effectivement dans son esprit. Il y a des outils philosophiques, des outils de compréhension intellectuelle et des outils pour sortir de ce que nous avons totalement intégré depuis la toute petite enfance. C'est pour ça qu'effectivement, si dès la toute petite enfance, on apprend aux enfants à ne pas s'écouter, à ne pas pouvoir dire non, à ne pas être eux-mêmes, eh bien effectivement, on arrive à des gens qui intègrent la domination. Et il faut faire un travail pour en sortir. Et c'est possible. C'est possible de faire ce chemin et de cheminer au moins un peu plus libre. Oui, nous sommes en chemin, de toute façon.
Alors, cette culture de la séparation, vous en parlez notamment en évoquant les pleurs des bébés, en disant c'est pas spécialement normal que les bébés pleurent. Dans d'autres cultures, au Kenya, c'est plutôt une culture de proximité et d'attachement. Oui, alors c'est effectivement la culture de la séparation, c'est aussi effectivement une façon de nous séparer de nous-mêmes, de notre corps, de nos sensations, des uns et des autres, évidemment. Et c'est penser qu'il est normal de laisser pleurer un bébé, de tirer un enfant dans la rue qui hurle parce qu'il ne veut pas aller à l'école, que c'est normal, que la vie est comme ça, que de toute façon il faut perdre sa vie à la gagner, comme disaient les 68 arts. Et pourtant, est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est pas possible de complètement refuser de jouer à ce jeu ? Est-ce qu'on ne peut pas redécouvrir que nous sommes à l'intérieur de nous libres ? Alors bien sûr, on va me dire oui, mais l'argent, oui, mais il y a des dettes, oui, mais ceci, il faut payer ceci. C'est comme ça dans la vie, il faut souffrir. En fait, qui a dit ça ? Ah bon ? Pourquoi ? En fait, peut-être que juste non. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir toutes ces chaînes, et quelque part, on les a réellement, bien sûr. Elles ne tombent pas, encore une fois, d'un coup de baguette magique. Mais on peut faire un chemin qui nous réunit, et où, effectivement, on s'apercevra que les pleurs des enfants expriment peut-être la chose fondamentale, c'est que ça ne va pas du tout. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Alors Manon Soavi, je recommande vraiment ce livre, Le maître anarchiste Itsuo Tsuda, Savoir vivre l'utopie. On mettra sur le podcast un lien vers le site de votre dojo. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Très bien, un grand merci pour votre venue. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, exceptionnellement, notre prochain rendez-vous sera le 10 mars et pas le 3 mars. Ce sera une rencontre avec Maître Noro, pas Maître Noro, le fils de Maître Noro, le créateur du Kinomichi, qui nous a quittés il y a 10 ans. Donc l'attention à l'énergie qui est en nous fait sentir des liens avec le vivant. C'est pourquoi cette émission se veut continuellement en lien avec les autres émissions et invités. Et vous voyez, cette belle synchronicité m'amène à recevoir le fils de Maître Noro, Takeharu, pour annoncer une semaine commémorative de Maître Noro du 13 au 19 mars 2023. Un grand merci à la technique, à Enrico Mastrogiovanni et à Kumba qui étaient là pour l'assister. Belle journée à tous.